Je m'appelle Élodie, et j'ai passé les 7 dernières années à me construire une vie qui, sans être parfaite, était honnête et digne. Ma fille, Léa, vient d'avoir 7 ans. Ce samedi-là, c'était justement son anniversaire. Ses boucles brunes étaient relevées par de petites barrettes en forme de papillon qu'elle avait choisies elle-même le matin même, et elle portait cette petite robe rose pâle dénichée dans un vide-grenier, celle dont elle était tombée amoureuse parce qu'elle avait de vraies poches. Toute la semaine, elle n'avait parlé que de ça, retourner dans la grande maison de tante Clémence, jouer avec ses cousins et manger du gâteau. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû retenir la leçon depuis le temps. Clémence, ma sœur, n'avait jamais été tendre avec moi. Alors que j'étais là, brebis galeuse, celle qui était tombée enceinte trop jeune et qui avait prétendument gâché sa vie, elle était l'enfant prodige. Diplômée d'une grande école de commerce, occupant un bureau de direction dans une agence de communication réputée, propriétaire d'une villa à Saint-Cloud qui transpirait la réussite. Peu importait que ce succès soit bâti sur des coups bas et sur l'écrasement des autres. Peu importait qu'elle ait volé la promotion qui revenait de droit à l'une de ses collègues. Mes parents, eux, ne voyaient rien derrière son vernis social et son esthétique impeccable sur les réseaux sociaux. La fête était grandiose, orchestrée par un traiteur de luxe, évidemment. Clémence ne regardait pas à la dépense pour ses propres réceptions. Notre mère avait aidé à l'organisation, et je pouvais la voir, une coupe de champagne à la main, riant un peu trop fort. Notre père se tenait près du buffet d'amuse-bouche, l'air aussi mal à l'aise qu'il l'est toujours dans ses soirées mondaines, comme un homme cherchant à se rappeler pourquoi il était toujours marié à une femme pour qui les galas de charité passaient avant ses propres petits-enfants. Léa serrait ma main alors que nous passions les grandes portes-fenêtres. Elle était nerveuse. Elle a toujours été sensible, dotée de cette perception qu'ont certains enfants, comme si elle pouvait sentir la fausseté ambiante. « Maman, pourquoi tante Clémence a toujours l'air fâchée quand elle te voit ?» m'avait-elle demandé un jour, et j'avais passé 20 minutes à essayer d'expliquer les dynamiques familiales à une enfant de 6 ans. J'avais fini par abandonner en disant « Certaines personnes sont juste tristes à l'intérieur, ma puce. Ça n'a rien à voir avec toi. » Je me trompais. Ça allait avoir beaucoup à voir avec elle. Nous avons tenu bon la première heure. Léa jouait avec ses cousins, même si j'ai remarqué que le fils de Clémence, âgé de 12 ans, ne l'invitait pas à se joindre à ses jeux. Les autres enfants, ceux de mon frère, étaient gentils, mais il existe une hiérarchie, même chez les petits, qui reflète celle des adultes. Léa n'étant pas la fille de « l'enfant chéri », elle passait au second plan. Puis vint le moment du gâteau. Clémence avait commandé une création complexe d'une pâtisserie fine de Paris, une pièce montée à 3 étages décorée de feuilles d'or et de fruits rouges. C'était magnifique, de cette beauté propre aux choses hors de prix. Le personnel de service la porta, et tout le monde se rassembla. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Elle aimait le gâteau avec une passion presque religieuse. Elle s'assit à la table des enfants, et je me postai non loin avec une assiette de petits fours, essayant de ne pas paraître trop protectrice, mais incapable de m'en empêcher. Clémence sortit alors un gâteau beaucoup plus petit, un simple cake au chocolat de supermarché, et le posa devant Léa sans un mot d'explication. C'est là que je l'ai senti, ce petit frisson d'avertissement, comme lorsqu'on effleure une plaque brûlante. « Pourquoi Léa a un gâteau différent ?» demanda innocemment l'un des cousins. Clémence sourit. C'était ce genre de sourire qui étire les lèvres mais n'atteint jamais les yeux. « Parce que, dit-elle assez fort pour que toute la pièce l'entende, certaines personnes à cette fête ont un certain milieu. Léa ne fait pas vraiment partie des célébrations de la famille. » Je m'approchai lentement, m'efforçant de garder un visage neutre. « De quoi tu parles ?» Elle se tourna vers moi, et je vis alors ce mépris pur qu'elle cachait sous des couches de civilité. « Ta fille ne peut pas faire partie de nos célébrations, Élodie. Regarde-la. Regarde où tu en es. Tu es une femme de ménage, pour l'amour de Dieu. Tu nettoies les chiottes des autres. Ta fille. » Elle fit une pause, laissant son regard descendre sur la robe d'occasion de Léa, remarquant sans doute qu'elle ne venait pas d'une des boutiques de luxe qu'elle fréquentait. « Votre place est dans le caniveau avec les rats. » Puis elle fit quelque chose que je n'oublierai jamais, au grand jamais. Elle saisit le bras de Léa, pas doucement, mais avec fermeté, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre du bras de ma fille. Léa émit un petit son, pas vraiment un cri, quelque chose entre la confusion et la douleur. Le silence se fit dans la pièce, et là, que Dieu me pardonne, mes parents ont ri. Pas des rires de choc,
mais des rires sincères, comme si Clémence venait de sortir une plaisanterie d'une finesse rare. Le rire de ma mère était particulièrement cinglant, et mon père poussa un grognement qui ressemblait à un ricanement. Ils détournèrent tous les deux le regard, gênés d'avoir trouvé cela drôle, mais pas gênés par les propos de Clémence. Léa me regarda. J'ai vu dans ses yeux l'effort pour comprendre ce qui venait de se passer, je l'ai vu intérioriser le message, tu n'as pas ta place ici. Tu vaux moins que les autres. Le travail de ta mère est honteux. Tu viens de la honte. Je m'agenouillai et dégageai son bras de l'emprise de Clémence. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris ma fille dans mes bras et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'entendis Clémence lancer « Oh, ça va, Élodie. On s'amuse, c'est tout. Tu es toujours aussi susceptible. » Je ne répondis pas. La tête de Léa était posée sur mon épaule, et je sentais son petit corps trembler. Je l'ai installée dans la voiture, j'ai bouclé sa ceinture et j'ai démarré. Elle a pleuré tout le long du trajet, pas de gros sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses et perdues. « Maman, est-ce que je suis méchante? Est-ce que tante Clémence a raison? Est-ce que je dois vivre dans le caniveau ?» Ces questions me déchiraient le cœur car je pouvais entendre la graine du doute plantée dans son esprit. Les enfants croient les figures d'autorité. Si un adulte dit que tu ne vaux rien, cet adulte doit forcément détenir la vérité. Non, mon ange, murmurai-je, et je le pensais de tout mon être. Tu es parfaite. Tu es ma fille, et tu es parfaite. Ce qui s'est passé aujourd'hui était mal, et nous allons en reparler, mais je veux que tu comprennes une chose. Les gens qui sont vraiment bien dans leur peau ne font pas de mal aux enfants. Tante Clémence avait tort, mais les mots n'allaient pas suffire. Léa avait besoin de voir qu'il y avait des conséquences, de réelles conséquences, pour ce qu'on lui avait fait. Elle devait savoir que sa mère ne laisserait pas passer ça, et je devais m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Alors je n'ai pas crié, et je n'ai pas pleuré. À la place, une fois rentré, j'ai préparé un chocolat chaud à Léa, je l'ai regardée s'endormir en serrant son doudou préféré, puis je me suis mise au travail. Je veux être très clair sur un point. Je ne suis pas une personne rancunière. Je n'ai jamais été du genre à nourrir des griefs ou à fantasmer sur une vengeance, mais je suis quelqu'un qui résout les problèmes. J'ai dû l'être pour élever Léa seule, en cumulant parfois 3 boulots pour nous maintenir à flot. Je suis organisée, méticuleuse, et je possède un ensemble de compétences très particulières que j'ai développées au fil des ans. Il y a des années, après qu'un petit ami malveillant a tenté de vider mes comptes, j'ai appris à effectuer des vérifications d'antécédents, des rapports de solvabilité et des recherches financières. Je suis devenue experte pour dénicher des informations que les gens préféreraient garder cachées. C'était censé être défensif, un moyen de nous protéger, Léa et moi, mais c'était une compétence redoutable. Cette nuit-là, pendant que Léa dormait, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à enquêter sur la vie de ma sœur avec une intensité méthodique. J'ai commencé par ce qui était public, les déclarations financières, les registres de propriété, les permis de construire, les dépôts au greffe du tribunal de commerce. L'agence de Clémence, Zénith Stratégie, connaissait une croissance fulgurante, trop fulgurante. Le lendemain matin, j'ai passé des appels discrets. Mon amie Sophie, qui travaille en comptabilité, a accepté de déjeuner avec moi. Un autre ami d'université, Nicolas, devenu avocat d'affaires, a pris mon appel quand j'ai dit que c'était urgent. Je ne leur ai pas tout dit, j'ai simplement posé des questions précises sur ce qui pourrait déclencher un contrôle fiscal ou quelles anomalies pourraient intéresser le fisc. Plus je creusais, plus je trouvais. L'agence de Clémence signait des contrats à un rythme effréné, promettant des résultats miraculeux pour des campagnes marketing en difficulté, avec une croissance d'une régularité suspecte. Ça sentait mauvais. Et quand j'ai commencé à explorer les fichiers de projet réels de l'entreprise, mon ami Julien, qui travaille dans l'informatique, a été ravi d'aider son ancienne camarade à comprendre comment accéder à des données dont elle aurait perdu le mot de passe. J'ai vite compris le pot aux roses. Zénith Stratégie ne faisait pas réellement le travail de marketing. Ils empochaient l'argent des clients et sous-traitaient tout à des prestataires offshore pour une bouchée de pain, empochant la différence colossale tout en présentant le travail étranger comme le leur. C'était une fraude élégante, industrialisée, qui avait rendu Clémence extrêmement riche. Mais j'ai trouvé autre chose. Elle acceptait des paiements en espèces de certains clients sans les déclarer et une évasion fiscale d'une ampleur qui dépassait la simple optimisation pour entrer dans la criminalité pure.
Il y avait des transferts bancaires qui ne correspondaient à aucune écriture comptable, des reçus numériques pour des achats effectués sous des prête-noms. Et enfin, j'ai trouvé la pièce finale du puzzle, la preuve qu'elle avait délibérément saboté la campagne d'un concurrent par des moyens frauduleux. Mon amie Cécile travaillait dans cette entreprise concurrente, et quand je l'ai appelée pour poser des questions détournées sur ce projet, elle a fondu en larmes. La campagne avait échoué de manière spectaculaire, et toute son équipe avait été blâmée. L'entreprise avait failli déposer le bilan. Cécile avait perdu sa maison. L'avidité d'une seule personne avait détruit la vie d'une autre, et Cécile n'avait jamais su pourquoi. Clémence n'avait jamais ressenti la moindre culpabilité car, pour elle, il n'existait que deux catégories de personnes, les gagnants et ceux sur qui elle marchait. Le lundi suivant, j'avais compilé tout un dossier impeccable, email, capture d'écran, relevé financier, preuve de contrat frauduleux. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les signalements éthiques et je lui ai tout remis. Je n'ai pas eu besoin d'en faire plus. Les preuves étaient claires, accablantes. J'ai également veillé à ce que l'administration fiscale reçoive un signalement anonyme extrêmement détaillé, accompagné de documents de support. J'ai même contacté l'ordre professionnel qui régule les agences de communication, expliquant la fraude sur la provenance du travail. Puis, j'ai attendu. Les rouages de la justice, il s'avère, peuvent tourner remarquablement vite quand les violations sont aussi flagrantes et massives. Zenith Stratégie a fait l'objet d'un audit en moins de 2 semaines. Le fisc s'est présenté avec des mandats prouvant que ce n'était pas un contrôle de routine. Ils avaient utilisé mes preuves. Ils ont saisi des documents, interrogé des employés, dont plusieurs ont été plus que ravis d'expliquer exactement comment fonctionnait la combine. En un mois, Clémence a reçu une notification l'informant qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale aggravée et escroquerie en bande organisée. Les clients de l'agence ont commencé à porter plainte. L'entreprise de Cécile, forte de ces nouvelles révélations, a lancé sa propre procédure. Soudain, gagner devenait beaucoup plus difficile. J'ai regardé tout cela se dérouler à distance, à travers les articles de presse économique et les échos qui circulaient dans le cercle d'amis de ma mère. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas ressenti de joie malveillante. Ce que je ressentais était plus calme, quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Ce genre de satisfaction que l'on éprouve en voyant les conséquences naturelles des actes de quelqu'un finir par le rattraper. Mais le meilleur moment, celui qui a donné tout leur sens à mes discussions nocturnes avec Léa, a eu lieu environ 6 semaines après la fête. Ma mère m'a appelé. Sa voix était étrange, serrée par une émotion que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Élodie, il faut qu'on parle de ta sœur. Mon cœur a fait un bond complexe dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'elle a? C'est. Tout s'effondre. L'agence coule. Il y a des enquêtes partout. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais tout ce pourquoi elle a travaillé est en train de s'écrouler. Elle parle de perdre sa maison, elle risque la prison. Ton père et moi avons dû lui prêter de l'argent, énormément d'argent. Ma mère fit une pause, et je pus percevoir dans ce silence une faille, un doute. Peut-être le tout premier vrai doute qu'elle ait jamais ressenti envers sa fille chérie. On voulait savoir si tu y étais pour quelque chose. Je choisis mes mots avec soin. Maman, ce qui arrive à Clémence est le résultat de ses propres choix. Les mêmes choix qu'elle a fait quand elle a pensé qu'il était acceptable d'humilier ma fille. Les mêmes choix qu'elle a fait en détruisant la vie d'autres personnes. Je n'ai pas fait ces choix à sa place. Je me suis simplement assuré que la vérité éclate au grand jour. Il y eut un très long silence. Puis ma mère dit quelque chose qu'elle ne m'avait jamais dit auparavant, je suis désolé pour la façon dont nous t'avons traité à cette fête. Pour la façon dont nous t'avons toujours traité. Ce n'était pas assez. Les excuses le sont rarement. Je ne lui ai pas dit que tout était oublié. À la place, j'ai dit, merci de dire ça, mais ce qui compte maintenant, c'est que Léa sache qu'elle a de la valeur. Ma mère a pleuré alors, de vraies larmes, et elle a promis de faire des efforts. Et elle en fait, à sa manière limitée. Elle appelle plus souvent. Elle envoie des cadeaux à Léa. Elle essaie. Mon père, je pense, était déjà sur la voie de la compréhension, réalisant que Clémence n'était pas la personne qu'ils imaginaient. Parfois, il suffit d'un catalyseur extérieur. Mais la véritable consécration est venue 3 mois plus tard. Léa et moi étions à la kermesse de son école, dégustant des gaufres et jouant au chamboule-tout, quand je l'ai vue. Clémence.
Elle ne ressemblait plus du tout à elle-même. Ses racines avaient poussé, elle avait perdu du poids d'une manière qui évoquait le stress plutôt que la discipline sportive. Elle était avec l'une de ses anciennes amies d'école, quelqu'un que je me rappelais l'avoir vu traiter horriblement autrefois pour une histoire de chaussures prêtées. L'amie s'est levée et est partie en pleine conversation au moment où elle a vu Clémence s'approcher. Ma sœur s'est retrouvée seule à une table de pique-nique, essayant de se rendre invisible. Léa ne l'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à être pleinement elle-même, riant aux éclats, se plaignant que sa gaufre était trop chaude, demandant si on pourrait prendre une glace plus tard. Elle était heureuse, sereine, confiante. L'humiliation avait glissé sur elle parce que je m'étais assuré qu'elle sache qui elle était et quelle était sa place. C'était là la vraie victoire. Ce que je veux vous dire, si vous lisez ceci et que vous songez à vous venger, c'est que la meilleure forme de justice n'est pas celle que l'on crée. C'est celle que l'on révèle. C'est celle qui vient du fait d'exposer la vérité et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes. Je n'ai pas ruiné la vie de Clémence. Elle l'a fait toute seule. J'ai simplement fait en sorte que ses choix la rattrapent. Est-ce que je le referais? Sans hésiter une seconde. Pas parce que je suis cruelle, mais parce que je suis protectrice. Au moment où quelqu'un a fait du mal à ma fille, au moment où quelqu'un a essayé de planter les graines de la honte en elle, je suis devenue une force de la nature. Ni maléfique, ni méchante, juste une mère capable de soulever des montagnes pour protéger l'estime de soi de son enfant. Clémence a perdu son agence, la majeure partie de ses économies et le respect de tous ceux qui comptaient pour elle. Elle a fait l'objet de poursuites pénales, bien qu'elle ait fini par négocier une peine plus légère. Elle a dû vendre sa villa et emménager dans un petit appartement. Elle suit une thérapie, et j'ai entendu dire qu'elle commençait enfin à affronter ses problèmes, ce qui est déjà un progrès par rapport à avant. Mes parents sont venus au spectacle de fin d'année de Léa le mois dernier. Ils étaient au premier rang et ont pleuré quand elle a chanté son solo. Ma mère a apporté des fleurs. Mon père a souri, un vrai sourire, pas ce rictus gêné qu'il affichait autrefois. Et Léa? Léa s'épanouit. Elle est courageuse, gentille et totalement libérée du poids de la honte que Clémence avait tenté de poser sur ses épaules. Elle demande parfois pourquoi tante Clémence ne vient plus nous voir, et je lui réponds que parfois, les gens ont besoin de prendre du temps pour apprendre à devenir une meilleure version d'eux-mêmes avant de pouvoir faire partie de notre vie. Elle semble l'accepter. La vérité est que je ne suis pas le méchant de cette histoire. Je suis une femme qui a protégé sa fille et qui a fait éclater la vérité. Je suis une femme qui refuse de laisser quiconque éteindre la lumière de son enfant, quel qu'en soit le prix pour les autres. Certains appelleront ça de la vengeance. Moi, j'appelle ça la responsabilité, et je dors très bien la nuit.